Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est une émission un petit peu spéciale puisque avec l'équipe de Police pour la vérité, nous avons accepté de donner l'antenne à Morgane Vincendé que vous voyez à l'écran. Bonjour Morgane. Bonjour Cathy. Puisque Morgane a demandé un droit de réponse sur une chaîne BFM TV Lyon pour une émission au cours de laquelle son ex-mari s'est exprimé sur une situation qui la concerne également et avec des inexactitudes. Et donc Morgane a demandé un droit de réponse qui ne lui a pas été accordé par cette chaîne BFM TV Lyon. Donc, Morgane, bonjour. Donc, puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait appel à Police pour la vérité? Oui, bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Je vous remercie de me donner justement l'opportunité d'avoir un droit de réponse qui m'a été refusé à 2 reprises. Or, c'est un droit qui est fondamental, surtout pour une chaîne nationale. J'ai fait appel à vous par rapport à cette situation où il y a eu une intervention de mon ex-mari le 13 janvier sur BFM TV Lyon dans une situation qui est assez délicate puisque c'est une situation qui était en cours procédurale. Et lorsque j'ai contacté BFM TV pour avoir un droit de réponse, donc ça a été refusé à 2 reprises par des moyens, je dirais, détournés et contournés. Ce qui m'interpelle par rapport à la responsabilité d'une chaîne qui est quand même nationale, c'est qu'elle est tenue de vérifier d'une des informations. Et la question qui se pose, c'est est-ce que véritablement les informations ont été vérifiées, puisque je vais vous apporter un contexte qui est vraiment le contexte et des réponses juridiques factuelles par rapport à tout ce qui a pu être dit, qui a aussi généré, ça je le tiens à dire, parce que la position de BFM TV, quelque part, a participé à une instrumentalisation judiciaire, et je vais l'expliquer, en générant aussi de la violence sur les réseaux sociaux. Alors, je vais effectivement abonder dans votre sens sur le droit de réponse qui est prévu par les textes et qui rappelle en tout cas les règles de déontologie des journalistes, c'est-à-dire que ce qu'ils présentent à leur audience doit être doté de véracité, d'exactitude. C'est une communication factuelle qui est indépendante et objective, avec de l'impartialité et de l'équité pour le respect d'autrui et le respect du public. Donc vous, ce que vous leur reprochez en fait, vis-à-vis de vous-même, c'est de ne pas avoir été équitable puisqu'on vous a refusé de répondre à des choses qui pour vous sont inexactes, voire fausses. Donc ça va concerner une enquête judiciaire qui est couverte par le secret de l'instruction judiciaire. Je me permets quand même de rappeler les faits parce que la qualification des faits, parce que ce sont quand même des faits qui sont graves, puisqu'il s'agit ici de violences volontaires ayant entraîné une ITT de 1 jour, fait commis sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant en état de récidive légale puisqu'il a été condamné le 18 novembre 2020 pour des faits identiques. Donc maintenant, Morgane, si vous voulez bien, je vous laisse présenter le contexte. Voilà. Et c'est dans ce contexte qu'a eu lieu donc son intervention médiatique. Et c'est là où ça pose justement problème. Je souhaite rappeler un petit peu le contexte par rapport à la situation. C'est qu'au moment de l'intervention de mon ex-mari le 13 janvier sur BFM TV, l'information donc judiciaire, donc ce qu'on appelle un avis d'information, nous a été transmis par nos avocats respectifs fin octobre. Donc, que dit cette information? Donc, elle dit que l'enquête va être clôturée, que nous avons 3 mois pour faire des observations et qu'arrivé au 15 janvier, ce sera transmis au procureur qui, lui, doit statuer. Donc, ce qui implique que la situation est quand même caractérisée et assez grave, puisque ça demande que le procureur puisse statuer sur des violences en récidive. C'est dans ce contexte qu'il prend la parole sur BFM TV. BFM TV
n'a pas eu l'accès à ces informations, tout simplement parce qu'ils n'ont pas demandé. De plus, je tiens à rajouter quelque chose d'important, c'est qu'au moment de l'intervention de BFM TV, j'avais été contactée par d'autres journalistes, puisque mon ex-mari avait prévu de faire d'autres articles. Ces journalistes se sont abstenus. Voilà, je n'ai pas pu communiquer des informations visuelles, mais le fait d'expliquer la situation, ils se sont abstenus, ce qui n'a pas été fait par BFM TV. Sur la situation au moment de son intervention, nous avons reçu, je dirais en novembre, nous avons reçu une convocation de la juge des enfants pour une audience anticipée, à savoir qu'il y avait eu une main levée du placement, puisqu'on avait eu une audience en juin, et qu'il y avait une main du placement. Donc, ça voulait dire que la mesure était levée sur le 31 décembre 2025. Cette décision avait été prise par une autre juge des enfants, puisque la juge en charge était absente ce jour-là. Donc, il y avait une main levée qui était actée à compter du 31 décembre. Lorsque je reçois la convocation de la juge des enfants, donc je reçois la convocation, comme quoi nous avons une audience anticipée au 15 décembre. Le 15 décembre, donc, à l'audience, donc sachant que tout ce qui est mesures auprès de la juge des enfants, ce sont des mesures provisoires. Voilà, ce sont des mesures provisoires. Donc, à l'audience, la juge des enfants me fait savoir que l'audience a été faite à la demande de mon ex-mari, par son conseil. Et à cette audience, il est demandé par mon ex-mari de me couper de tout contact avec mon enfant. Sans raison, hein. Du moins sans raison. Sans raison objective, mais dans une situation de procédure qui est quand même délicate puisqu'il y a du pénal. Effectivement, au 19 décembre, on reçoit une nouvelle décision alors qu'il y avait une main levée qui était actée. Dans cette décision, mes droits sont réservés. Puis, il y a un nouveau renouvellement de placement. Donc, effectivement, la garde ne peut pas être possible puisqu'il s'agit de mesures provisoires. Donc, il ne s'agit pas de garde principale ou de garde exclusive parce qu'on n'est pas sur du JAF, puisque justement, on devait basculer sur le JAF. Et à l'audience, mon ex-mari donne l'information à la juge des enfants, comme quoi il y a du retard sur les juridictions JAF. Voilà, comme quoi il y a des JAF qui étaient absents et en arrêt maladie et qui avaient du retard sur le délibéré qui devait tomber début janvier. Donc, suite à cette décision qui a été prise de la juge des enfants, ce qui soulève question en termes juridiques, c'est que la juge des enfants est informée de l'instruction. Elle l'est puisque c'est même ce qui a conduit au placement de notre enfant, mais de façon, je dirais, contradictoire, puisque pour le coup, le principe de précaution n'a pas été appliqué au premier placement. Donc, j'ai décidé que j'allais l'appeler là pour l'émission Thomas, voilà, pour pouvoir parler de mon enfant et pour respecter aussi ses droits. Donc, on va l'appeler Thomas. Dans le placement qui a eu lieu pour Thomas, donc le 6 avril 2023, ce placement est arrivé 6 jours après l'ouverture de cette instruction dont on parle, qui a été clôturée donc le 15 octobre. Effectivement, ce qui soulève question, c'est que lorsque mon ex-mari intervient sur BFM TV, alors déjà d'une, les décisions, elles ne sont pas définitives, puisqu'en plus elles sont frappées d'appel. On est sur des décisions dites provisoires, puisqu'on est auprès d'une juge des enfants et non pas d'une JAF. Voilà. Elle renouvelle les placements, sachant que c'est même illégal en droit. Et ça a été rappelé par la Cour d'appel que le placement doit se faire dans une structure et non pas au domicile du parent. Ça n'a pas de sens. Et encore moins au domicile du parent qui est sous enquête. Donc là, ça soulève vraiment question sur l'instrumentalisation au moment de l'intervention de mon ex-mari. D'accord, oui. Donc, en effet, lorsque l'intervention de votre ex-mari, dans ses propos, on a vraiment le sentiment, d'abord, effectivement, qu'il a la garde de l'enfant, ce qui n'est pas vrai.
il bénéficie d'un placement auprès du père, hein, malgré l'instruction judiciaire qui marche toujours contre lui. Donc ça, c'est quand même, vous l'avez soulevé, c'est quand même surprenant. Et ensuite, lorsqu'il intervient donc le 13 janvier 2026, eh bien, on n'a pas de réponse encore du procureur de la République sur le devenir de cette information judiciaire et de ces poursuites. Donc, ces poursuites peuvent très bien, et je crois que votre avocat l'a demandé, aboutir à la mise en examen de monsieur, donc à un réquisitoire pour une audience juridictionnelle. Donc, il ne devrait pas s'exprimer de cette façon en disant qu'il est blanchi. En fait, il fait comprendre qu'il est totalement blanchi de ces faits de violence. Et ça, c'est pas bien parce qu'on est toujours dans, je vais dire, le secret de l'instruction. Et en tout cas, il n'y a pas eu de décision judiciaire, effectivement, qui le blanchirait. Il n'y a pas de non-lieu, il n'y a rien. Alors là, je dirais que c'est à la justice pénale de se prononcer et d'intervenir. Pourquoi ? Parce qu'il est clair et on peut nommer, puisque c'est des cas qui se sont déjà produits, c'est une instrumentalisation. On est vraiment dans ce qu'on appelle un calendrier procédural. Au moment de l'intervention du 13 janvier, l'instruction n'est pas clôturée. Lorsqu'il s'exprime sur BFM TV, il le dit clairement qu'il n'y a plus rien, que la justice a dit qu'il était un bon papa, qu'il n'y a plus d'enquête, que voilà, qu'il n'y a plus rien. Là, ça pose problème en termes juridiques et c'est là où ça démontre ce qu'on appelle l'instrumentalisation judiciaire et que par ricochet, BFM TV participe à cette instrumentalisation judiciaire puisque l'instruction n'est pas clôturée puisqu'elle a été clôturée au 15. Voilà, il intervient le 13, elle est clôturée au 15. Qui dit clôturée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire que c'est un renvoi auprès du procureur sur des éléments qui sont caractérisés puisqu'on est en récidive. Il y a quand même un jour d'ITT pour un enfant qui n'est quand même pas, c'est pas rien, et qu'à partir de là, le procureur doit statuer. Ce qui pose, et c'est là où ça pose problème en termes juridiques, c'est que l'intervention se fait le 13, une audience anticipée se fait après qu'on reçoit cette information de par nos avocats respectifs. Et puis, la juge des enfants, qui est du tribunal, oui, je voulais apporter une précision parce que je suis sur 2 juridictions. J'ai affaire à une juridiction qui se trouve sur Bourg-en-Bresse. Donc, ça veut dire que j'ai été dépaysée à Bourg-en-Bresse. La juge des enfants se trouve sur Bourg-en-Bresse. La cour d'appel, dont dépend Bourg-en-Bresse, est Lyon. Donc, j'ai un petit peu de mal à saisir ce dépaysement qui n'en est pas un en soi, puisque lorsqu'on parle de dépaysement, on doit clairement sortir de la juridiction. Là, c'est pas le cas. Donc, ça pose vraiment un problème sur le fait que les procédures d'une, elles sont découpées. En même temps, elles peuvent être reliées parce que c'est exactement la même juridiction. Et puis, la juge des enfants ne peut pas ignorer ces informations-là. Donc, ça veut dire que fin octobre, lorsque l'avis d'information tombe, elle a automatiquement l'information. Puisque chaque fois qu'elle a pris des décisions, elle les prenait en disant que l'instruction n'avançait pas, alors que je suis partie civile. Je me suis constituée partie civile. Donc, non seulement j'ai connaissance de ce qu'il y a dans le dossier, j'ai connaissance de l'avancement, et ce qui pose souci, c'est que c'est des choses sur lesquelles j'ai interpellé la juge des enfants, puisqu'elle n'apportait pas d'éléments. Donc, oui, il y a une question qui peut se poser par rapport à sa posture, par rapport à éventuellement un abus de pouvoir. Voilà. Mais je pense que dans cette situation, ça demande une instruction. Ça demande vraiment une instruction parce qu'une juge des enfants qui prend une décision alors qu'il y a une instruction qui est en cours et qui de plus répond à la demande exacte de mon ex-mari, où est la séparation de pouvoir, clairement? Elle est où? Parce qu'on a affaire à un homme politique qui était quand même député à la commission des affaires sociales et qui, au moment où il s'exprime le 13 janvier, il est candidat. Donc, il y a des questions qui méritent des réponses. Il est candidat à quelle élection au 13 janvier? Alors, au 13 janvier, il est candidat maire et métropole. Aux élections municipales, d'accord. Oui, tout à fait. À savoir qu'il y a une chose que personne n'avait prévue.
c'est que le lendemain de son intervention, donc le 14 janvier, il y a une décision qui est tombée de la Cour d'appel, la jurisprudence du 14 janvier, où aucune correction n'est permise. Il faut savoir qu'on n'est pas dans ce cas de figure, hein. Effectivement, BFM TV relaye à plusieurs reprises que c'est une fessée. Donc moi, la question que j'ai à poser à BFM TV, sur quoi il se base? Sur quel élément? Voilà. C'est quand même important parce que le fait de minimiser des violences, puisque là, on est vraiment dans des violences, nous ne sommes pas dans de la correction, nous sommes dans des violences qui sont physiques et qui sont verbales, sur lesquelles il y a une condamnation et sur lesquelles il y a une récidive. Donc, quand un journaliste se permet de minimiser, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Or, il ne s'agit pas de fesser. Je ne peux pas montrer les éléments. C'est pas que je ne peux pas, je ne montrerai pas les éléments par respect pour mon enfant. Voilà. Donc, la justice le sait, vous avez pu le voir. Il s'agit de violence et de violences très marquées. On est sur des violences. Nous ne sommes pas sur une simple fessée. Et pardon, Cathy, je tiens à le dire parce que le fait d'instrumentaliser cette partie, c'est que ce qui est entendu, même par les familles, par les autres parents, c'est que souvent, je l'entends, hein, les personnes vont dire « Ah bah oui, mais on a tous mis une fessée à notre enfant. » Voilà, parce qu'il nous a énervés, parce qu'il s'est mis en danger. Donc, c'est minimiser des violences et le message qui est donné est inacceptable. C'est comme de pouvoir dire que j'ai porté des accusations envers mon ex-conjoint. Quel message on donne aux victimes? Alors, je vais quand même revenir sur la fessée. La fessée est une violence. Bien sûr. Voilà, donc correction, c'est une fessée, c'est peu importe quoi, hein, tout ce qui est atteinte à l'intégrité physique et même psychique d'un enfant, comme d'ailleurs d'un adulte. Là, on parle d'enfant, on va parler de ce que les gens appellent des violences éducatives. Non, il y a les violences et éducatives, on voit bien que ça ne va pas ensemble. Hein. L'éducation ne doit pas passer par la violence. Même une fessée est interdite par la loi et c'est pas vieux, hein. Je crois que c'est de 2019 ou quelque chose comme ça que c'est inscrit dans notre code pénal. Donc, qui le prévoit, enfin, je veux dire, c'est prévu dans les textes internationaux, notamment les droits des enfants, depuis bien plus longtemps que ça. Hein. Donc, la France est toujours à la traîne pour ces choses-là, mais toute violence physique, psychique sur un enfant est une violence punie par le code pénal. Donc, voilà, hein, il n'y a pas de petite fessée, grande fessée. Une violence, c'est une violence. Ça a été renforcé par la Cour de cassation. Ah ben oui, parce que forcément, le 14 janvier renforce cela. Et justement, quand je dis que, alors ça, personne ne s'y attendait, parce que si c'était arrivé avant son intervention, je pense qu'il n'aurait pas fait son intervention. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence de la Cour de la cassation qui tombe. Alors moi, la question que j'ai à poser, je veux dire qui est plus en termes justice, comment va se positionner la justice ? Comment la justice va se positionner sur une récidive avec cette jurisprudence ? Alors que maintenant, cette jurisprudence fait que la position, elle est claire, puisque c'est aucune correction. Comment va se positionner la justice là où mon ex-mari a fait en sorte de l'instrumentaliser de par son intervention? Nous verrons la suite. La balle est dans le camp du procureur de la République. Alors, je voudrais revenir quand même sur la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est ce refus de droit de réponse. Donc, oui. Comment vous avez manifesté votre demande de droit de réponse auprès de BFM TV Lyon? Comment vous avez téléphoné? Vous avez envoyé un mail? Vous avez écrit? Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai fait par mail, puisque j'ai respecté que dit la loi. La loi nous dit que nous avons le droit à un droit de réponse. Voilà, c'est pas une opinion, c'est un droit fondamental dans un état de droit. Donc, j'ai fait un mail en demandant un droit de réponse et en expliquant que sur les éléments qui ont été évoqués, non seulement il s'agit d'un mineur dont je suis la maman et dont j'ai l'autorité parentale, et puis que la situation qui a pu être exposée, c'est des éléments qui ne sont pas
sur une réalité juridique. Ça m'a été refusé. Mais alors après, la réponse vous a été donnée comment? Par mail? Oui. Alors la réponse a été beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus sournoise de la part de BFM TV. Ça n'a pas été un non catégorique. La première réponse que j'ai reçue de BFM TV, c'est me disant « Votre demande ne remplit pas les conditions ». Alors j'ai fait un mail et j'ai demandé à BFM TV « Quelles sont vos conditions ?» Oui, et ils n'ont pas répondu. J'ai relancé BFM TV en disant que si je n'ai pas la possibilité du droit de réponse et ils ne me donnent pas justement les éléments par rapport aux conditions, qui ne sont pas une obligation, c'est qu'en fin de compte, c'est simplement une façon de ne pas me permettre d'apporter un droit de réponse, puisque on peut le voir, hein. Le droit de réponse est fondamental et on a le droit à un droit de réponse. Il y a quand même des choses qui ont été dites, qui sont faux factuellement, juridiquement, que ce soit sur la garde exclusive, que ce soit sur le fait que j'ai plus de droits alors qu'il ne s'agit pas de ça. C'est que la juge des enfants a réservé mes droits. Et là où ça pose également un problème juridique, c'est qu'elle le fait d'une, sans motivation, et de deux, sans mettre en place une possibilité de contact avec mon enfant. Donc, ce qui veut dire que depuis le 5 décembre, je n'ai plus aucun contact avec mon fils. Plus aucun. Et là, ça soulève question. Vraiment, je viens de dire, hein, sur vraiment le calendrier procédural, ça soulève question. Et c'est une question que j'ai déjà posée à la juge des enfants. Je lui ai demandé quel est votre objectif véritable. Parce que ce soit dans mon cas ou que ce soit dans de nombreux cas sur les mères protectrices et les parents protecteurs, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas et on a d'ailleurs actuellement à l'Assemblée nationale plusieurs auditions qui se font au sujet du traitement judiciaire. Bon, c'est basé sur l'inceste, mais en fait, les mères protectrices, pères protecteurs, parce qu'il y en a aussi, que ce soit sur l'inceste ou sur les violences commises sur leur enfant autre que sexuel, ils sont soumis au même rouleau compresseur qui fait que on leur empêche de protéger leur enfant. Ils sont sanctionnés. On leur enlève leur enfant, comme c'est votre cas. Il y a des dépôts de plainte contre eux. Il y a des mères protectrices qui se sont retrouvées en prison, ce qui n'a pas été votre cas parce que vous, on vous a reconnu effectivement lorsque vous n'avez pas remis votre petit par rapport aux violences sexuelles qu'il avait subies par son petit cousin. On vous a effectivement reconnu ce droit de le protéger. Vous n'avez pas été poursuivi, mais ça aurait pu être différent. Donc, j'ai été poursuivie. Oui, ça a été classé. Il y a eu une enquête, mais ça a été classé. Il n'y a pas de poursuite, en fait. Mais donc, voilà, moi, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent, parce que c'est extrêmement important ce qu'on voit actuellement. Il faut aller regarder un petit peu je vais vous mettre le lien de ces… Donc voilà, pour aller entendre les auditions qui sont faites par la commission donc, de l'Assemblée nationale sur le traitement judiciaire de l'inceste. C'est un petit peu aussi en réponse aux travaux de la Civise, la commission indépendante de l'inceste et des violences sexuelles faites sur les enfants, où on a vraiment mis à jour, cette commission a mis à jour, au grand jour, le fait que les parents protecteurs sont maltraités et que les enfants ne sont pas crus. Les enfants ne sont pas crus, ils ne sont pas écoutés, on leur fait répéter par des auditions qui sont enregistrées, et puis on te fait répéter au juge des enfants, au juge de ceci, au juge de cela, et en fait, on les maltraite tout le temps. Donc, il y a plein de dysfonctionnements, et vous, ce n'est pas sur une histoire de violence sexuelle, c'est sur des violences physiques sur votre enfant, vous subissez exactement le même rouleau compresseur. Pareil. Oui, parce qu'on retrouve des similitudes et on a pu le constater. En aparté, moi, j'ai créé un collectif. Je me suis engagée, ce qui m'a emmenée à m'engager avec une équipe. Donc, on est une équipe où on travaille vraiment sur la problématique de façon vraiment nationale. Voilà. On s'est rendu compte qu'il était très compliqué de pouvoir agir sur des dossiers.
C'est la même chose pour les avocats. Donc, on a pu identifier des contournements de droit, voilà, des dénis de justice, des choses comme ça. Donc, on travaille vraiment sur ce sujet. Et ce qu'on a pu constater, parce qu'on a eu l'occasion de le voir sur plusieurs dossiers, le mien y compris, lorsqu'on est sur une séparation, moi je l'ai vécu, hein, sur la séparation, on passe d'abord sur la juridiction du JAF, au juge aux affaires familiales. Donc moi, je me suis séparée en octobre 2021. Il y a eu une audience fin décembre. Il m'a été octroyé la garde exclusive de notre enfant, un droit de visite pour le père, avec la moitié des vacances. Sur cette décision, il a été pris en compte sa condamnation. Et c'est marqué noir sur blanc. Sa condamnation a été prise en compte puisqu'il voulait une garde alternée à ce moment-là. La condamnation a été prise en compte. Et au-delà de la condamnation, c'est qu'on peut le voir dans la décision que la juge aux affaires familiales, au-delà d'appliquer le principe de précaution, elle protège l'enfant. Lorsqu'on se retrouve sur les juridictions des juges des enfants, on n'est plus du tout là. On n'est plus du tout. Je l'ai vécu à titre personnel et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui le vivent. J'ai été surprise de me retrouver face à une juge. Alors, qu'au moment où je me retrouve à la juge des enfants, on est quand même dans un contexte où l'information, l'instruction est ouverte. Ça veut dire qu'il y a eu un réquisitoire introductif pour fait grave contre le père. Donc, on se retrouve auprès de la juge des enfants dans ce contexte. C'est qu'on n'est même pas sur des choses où c'est de la parole, c'est des actes. Et des actes que je ne porte pas moi. C'est des actes qui sont portés par des magistrats, puisque c'est le procureur de la République qui a pris des décisions. Et là, c'est assez particulier parce que la position de la juge des enfants est à charge. Elle est contre vous. Oui. Ben oui. Oui. Elle est à charge contre le protecteur et au-delà de ça, elle est dans une lecture de présomption d'innocence et non pas de principe de précaution. Et là, ça pose un problème. Là, ça pose un problème juridique parce que, d'une, ce n'est pas la place du juge des enfants, parce que, voilà, on est sur la matière civile, et là où ça pose souci, c'est qu'en fin de compte, ça va à l'inverse même de ce qui est constitutionnel en termes de loi et par rapport aux droits de l'enfant. Et puis, je pense qu'il y a un dogme aussi. Comme ça, on a pu regarder en analysant sur les comportements, de savoir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans ces situations, ce qu'on appelle systémiques. Nous, on l'explique très bien, ce côté systémique, on termine un mémoire pour expliquer qu'est-ce qui fait que ça devient systémique. Et puis, il y a vraiment cette notion de, cette lecture, je dirais, non seulement de certaines juges des enfants et également des institutions, où le parent maltraitant est vu comme un parent qui a des carences éducatives. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est là où la situation elle se renverse parce que on demande à des mamans, à des papas qui se retrouvent dans des situations identiques, hein, parce qu'on retrouve la même chose. Par contre, on nous demande de cautionner et de devoir adhérer à une situation pour laquelle, vis-à-vis de notre enfant, c'est pas possible, c'est invivable. C'est pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose d'ordre d'injonction paradoxale. On peut pas demander à une maman de cautionner et d'accepter les violences parce que c'est ce qu'on nous demande. Et puis, ce qui est quand même relativement interpellatif, c'est que moi, j'ai pu le poser en disant, vous me donnez cette impression de réhabiliter l'agresseur, qu'il fasse le choix de travailler avec le parent maltraitant. Ça, c'est leur choix, c'est leur responsabilité. Parce que, vu de la situation et de ce qui peut se reproduire, je dirais que c'est le magistrat là qui prend la responsabilité des institutions. La question qui m'interpelle, que j'ai posée à plusieurs reprises et sur laquelle on ne me répond pas, pourquoi je suis exclue? Pourquoi? Oui, et justement, vous avez parlé de la présomption d'innocence. Alors oui, en droit pénal, c'est vraiment, comment dire, une valeur. Moi, je ne la discute pas non plus. Effectivement, on est coupable quand on est condamné. Donc, que ce soit lors de l'enquête judiciaire, lors de l'information judiciaire, etc., la personne bénéficie de la présomption d'innocence. C'est très bien, c'est normal. Mais là où je ne comprends pas, c'est pourquoi donc là, c'est un parent qui est présumé innocent. Pourquoi il finit par avoir plus de droits
sur la potentielle victime que le parent protecteur. Parce que vous avez vécu donc un placement de votre enfant en foyer, alors qu'il aurait pu être placé chez vous, hein, vous auriez pu en avoir la garde. Vous avez vécu des visites médiatisées. Vous avez ensuite eu un petit peu, quand même, pendant quelques mois, des visites libres, où visiblement, on est revenu derrière parce que, soi-disant, l'enfant disait des choses au papa le lendemain, que ça ne se passait pas bien avec maman, donc, pof, on vous les a enlevés, visiblement, sur une réaction du père qui est toujours présumé innocent, certes, mais sous le couvert d'une instruction juridique, quand même. Et puis, on finit depuis donc le mois de décembre 2025 par vous couper tous les droits. Vous ne voyez plus votre gamin, vous ne l'avez même pas au téléphone, vous n'avez plus de contact avec votre petit depuis décembre 2025. Oui, depuis 5 décembre. Mais quelle violence pour un parent. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Qu'est-ce que la justice vous reproche pour vous traiter comme ça? Alors, il ne s'agit pas de justice, voilà, puisque à l'intervention, il a pu le faire, mon ex-mari, où il parle de justice, et ça, je tiens à rétablir, parce que lorsqu'il parle de justice, je trouve que c'est même insultant pour des juges d'instruction et des procureurs, puisque lorsqu'il parle de justice, il s'agit simplement d'une magistrate qui est aujourd'hui juge des enfants à Bourg-en-Bresse, et non pas de justice. Parce que d'englober toute la justice, là, ça pose problème, puisque d'une, la décision, elle est provisoire, elle est frappée d'un appel, et cette décision a été prise par une juge des enfants, et ce qui interpelle d'autant plus, c'est qu'il y avait une main levée qui avait été donnée par une de ses collègues, et lorsqu'elle revient, elle prend une autre décision, et elle prend non seulement une décision qui est favorable à monsieur le candidat, monsieur le maire, parce que clairement, là, il ne s'agit plus d'un père, il s'agit d'une position où il devra avoir un exécutif, et notamment sur la séparation de pouvoir, on ne l'a pas. Parce que là, ça pose problème. J'ai eu des audiences moi, où elle s'est exprimée face à lui en tant que députée. Il y a aussi une chose. Elle mélange les casquettes. Elle mélange tout. Oui, oui. Bien sûr. Mais alors, j'entends, Morgane, ce que vous dites, que cette décision-là qui vous prive de voir votre petit, elle est frappée d'appel, certes, mais elle est exécutée. En attendant, vous ne le voyez pas. Il y a des gens qui sont condamnés au pénal, condamnés à faire des peines, qui font appel et qui ne les exercent pas le temps de l'appel. Donc, vous, on est sur du civil en ce qui vous concerne. Vous défendez votre petit, vous voulez protéger votre enfant. C'est pas normal que vous l'ayez ferme, vous payez ferme. C'est pas normal. Mais vous le dites bien, Cathy. Mais je vais pas vous dire parce que vous le vivez, vous le savez beaucoup mieux que moi, ce que vous souffrez. Je veux dire, moi, je suis une mère, mais mes enfants, ils sont grands. J'ai jamais été privée d'eux. Mais je me mets à votre place et j'invite les gens qui nous écoutent à se mettre à votre place, à se mettre à la place de tous ces parents protecteurs, qu'ils soient père ou mère, qui sont privés de leurs gosses pendant des mois, voire des années, qui les ont même pas au téléphone, qui savent pas où ils sont pour certains. Quand ils sont placés, on sait même pas où ils sont. Quand ils sont placés ailleurs que chez le parent, entre guillemets, malveillant. Mais c'est terrifiant ce qu'on fait subir aux gens. Putain, mais c'est des années, c'est une vie. Ces enfants, ils sont vivants. On les prive eux aussi. On les prive de leurs parents. Moi, mais ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Je trouve ça mais tellement injuste. Et la loi qui devrait protéger les enfants, qui devrait protéger les parents protecteurs, elle ne les protège pas. C'est pas normal que cette décision frappée d'appel soit exécutée. Je suis désolée, là, je ne peux pas faire autrement que de le dire. Vous n'avez pas à vous en excuser. Vous pointez quelque chose qui est une réalité et qui est vraiment dramatique. Parce qu'effectivement, c'est pas l'enfant qui est protégé. Je dirais même les droits de l'enfant. Puisque dans l'absolu, c'est moi, en tant que mère, en tant que parent, qui protège mon enfant. La justice, elle protège mes droits et ceux de mon enfant. Il est là son rôle. Ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant. Et dans des situations comme la mienne, il y a une lecture pénale. Vous l'avez très bien dit, nous sommes dans le civil. Et lorsque vous parliez de présomption d'innocence,
la présomption d'innocence ne peut pas être dissociée au principe des précautions. Et je vais vous donner un exemple. Vous prenez l'exemple à Paris, les 11 animateurs qui ont violé des enfants en répétition. On en revient toujours au même. Ça veut dire que si on part du principe où on exerce uniquement la présomption d'innocence, qui est un droit fondamental, clair, mais il ne peut pas être dissocié au principe de précaution. C'est pas possible. Je vous donne un cas concret, je veux dire un directeur d'école qui a commis des faits, eh ben effectivement, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ben, il n'est pas coupable. Voilà, il est innocent tant qu'il n'est pas reconnu coupable. Oui, mais il est suspendu. Il est suspendu. Voilà. Mais sauf que là, c'est le parent, c'est moi qui suis suspendu. Ce qui pose souci, c'est le parent protecteur. Je n'ai aucune condamnation. Aucune. Mon ex-mari les accumule. Je veux dire, on nous pousse, du moins on nous pousse. C'est pire que nous pousser. C'est que dès qu'on dit quelque chose, qui est de droit, hein, je demande que mes droits soient respectés. Eh bien, j'ai le droit à une ordonnance expertise. Voilà, constamment. Donc, ça j'ai pu alerter, moi, l'ordre des médecins, en expliquant qu'on cherchait à pathologiser, à psychiatriser le parent protecteur, parce que de demander une expertise psychiatrique, au moment où on nous coupe de nos enfants, au moment où on instaure une souffrance, il n'y a rien de plus pervers. Ça veut dire qu'on déclenche une situation pour ensuite avoir des éléments qui permettent de confirmer cette situation. Après, on n'est pas tous. Moi, j'ai vu des parents dans des états où je trouve que c'est là où on se rend compte de la violence qui est exercée, de la torture psychologique. Alors, moi, la souffrance, elle y est. Ensuite, je l'ai transposée, je l'ai transformée, et je dirais que j'en ai développé des compétences. J'en ai développé des compétences puisque aujourd'hui, je gère mes procédures seule quand je n'ai pas besoin d'avocat. C'est même difficile de pouvoir faire confiance à un avocat puisque mon ex-mari a interféré dans mon dossier et qu'il y a des avocats qui m'ont laissé tomber à 10 jours d'audience. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi. Donc j'en ai développé des compétences juridiques, des analyses qui sont de ma profession parce que moi je suis diplômée en psychologie, donc j'avais déjà cette capacité de faire des analyses et ce qui me manquait c'était le droit. Donc j'ai appris le droit pour pouvoir transposer, c'est ce qu'on porte au nom du collectif qu'on a créé parce que ça nous permet justement d'identifier toutes ces dérives et notamment l'augmentation de placement. Il est clair que le placement va pas se calmer, c'est de pire en pire, puisque aujourd'hui, il faut savoir que le ministère de la Santé et de la Solidarité, sur l'appel du 119 de l'enfant en danger, ils ont inclus le conflit parental. Donc, ça veut dire que le conflit parental est introduit de façon administrative et non pas juridique comme danger. Et là encore, on est sur du contournement de droit et du glissement administratif, puisque dans la loi de l'article 375 du Code civil, le conflit parental n'est pas un danger. Et qui dit conflit parental parle de séparation. Or, les gens, s'ils se séparent, c'est bien parce qu'ils sont en conflit. Autrement, ils ne se séparaient pas. Là, je parle des dossiers hors violence. Et lorsque les personnes se séparent, ça relève du juge aux affaires familiales et non de la juge des enfants. Dès que ça arrive du côté de la juge des enfants, là, il y a des dérives. Je pense qu'il y a des choses à relever. Nous, on contribue beaucoup pour faire émerger et faire relever les choses, parce qu'on voit dans les dossiers, c'est inversé. C'est inversé, bien sûr. C'est tout à fait d'accord, et je suis tout à fait d'accord, et c'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, je remets le lien du traitement judiciaire de l'inceste, là, des vidéos de l'Assemblée nationale. Vous en avez une qui parle vraiment très très bien de tout ça. Elle a été faite le 2 avril 2026 et c'était l'audition de pédopsychiatres, donc Françoise Ferricelli, Maurice Berger et Myriam Pierson. Donc, ils sont tous les trois pédopsychiatres qui ont écrit des bouquins. Je veux dire, c'est des gens, c'est des sacrées pointures et qui mettent le point sur le problème. C'est qu'on a énormément d'enfants qui sont expertisés par des psychiatres et pas par des pédopsychiatres. Donc, des gens qui ne sont pas formés pour faire une expertise des enfants. Actuellement, c'est ce qu'ils disent dans leur audition, ils sont 600, à peu près 600 pédopsychiatres en France.
et la moyenne d'âge est de 62 ans. Donc, on est en manque cruel de gens compétents pour expertiser ces enfants. Donc, ils sont soit expertisés, donc très rarement par des pédopsies, plus régulièrement par des psychiatres et encore plus régulièrement par des psychologues qui ne sont pas formés non plus au travail avec les enfants. Donc forcément, ils font des expertises qui sont pleines de manques, qui sont déficientes et qui influencent la décision des magistrats. Donc là, cette commission d'enquête là, de l'Assemblée nationale, il va falloir qu'elle ait un rôle majeur pour que plus de gens, et alors la formation d'un pédopsychiatre, c'est pas 3 ans et demi, c'est très longtemps. Il y a d'abord être diplômé, et ensuite, ils le disent tous les trois, il faut, pour avoir une idée vraiment pratique, il faut avoir pratiqué pendant 5 ans auprès d'enfants. Donc voilà, c'est pas prêt malheureusement de s'arranger tout ça. Je voulais revenir quand même, vous allez dire que j'insiste lourdement sur votre droit de réponse, parce que quand même c'est un délit, je crois que je l'ai dit en tout début d'émission, et la prescription elle est de 3 mois. Donc avez-vous déposé plainte? Envisagez-vous de le faire? Je pense que la plainte, la prescription, normalement c'est à la date des faits, mais vous avez écrit pour demander à avoir un droit de réponse, on vous le refuse. Vous avez écrit pour demander quelles sont les conditions, donc je pense que les 3 mois vont partir, à chaque fois c'est repoussé, les 3 mois pour moi doivent repartir à la date de votre deuxième mail. Donc voilà, on en est là puisque l'émission elle est du 13 janvier, donc on dirait 13 avril à la date de l'émission. Donc si vous avez l'intention de déposer une plainte, ce que personnellement je ferai, eh bien, je pense qu'elle doit partir, mais ça, vous avez votre avocat ou peut-être vos connaissances juridiques maintenant, puisque les parents protecteurs sont obligés d'être des experts en tout. Vous avez peut-être la date de votre deuxième mail qui vous permettrait éventuellement de déposer plainte. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, voilà. Mais voilà, je voulais au moins que vous ayez cette information. Alors, il y a un signalement qui a été fait auprès de l'ARCOM. De leur signalement, c'est une chose. Oui. Et justement, on est en train d'étudier par rapport aux recours qui sont possibles, parce qu'il va falloir pouvoir caractériser la position de BFM TV, surtout que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que BFM TV Lyon a cette position. Ils l'ont déjà fait il y a 2 ans en arrière, puisque il y avait eu une enquête de la part de Médiacité sur les violences. Donc c'est pas leur première intervention. Voilà, où à mon sens ils respectent pas. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, une journaliste qui va parler d'accusations, à savoir que moi-même j'ai déposé une plainte pour violence intrafamiliale qui a été classée sans suite. Et puis, elle a été classée sans suite puisqu'elle a été requalifiée, je présume, et j'ose croire par erreur, puisqu'il y avait 10 jours d'ITT qui ont été requalifiés à moins de 8 jours, ce qui a conduit à son classement. Donc, la position de BFM TV, pour moi, pose problème juridiquement, pose problème envers les victimes, puisque c'est à cause d'attitudes comme ça que les victimes n'osent pas dire quoi que ce soit. Un journaliste est censé relayer et est censé même recevoir sur son plateau des victimes, et non pas des politiques qui sont en train de faire leur campagne, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont participé à l'instrumentalisation, parce que moi j'ai eu des violences sur les réseaux sociaux, et là, ça c'est inacceptable. Je peux comprendre que les personnes puissent se poser des questions de façon légitime, oui. Parce que bien sûr que ça interpelle, Cathy, quand un homme, parce que pour moi, ça me gêne de dire un père, puisque un père n'aurait pas des attitudes comme ça. Voilà, c'est un candidat qui s'est présenté sur BFM TV en instrumentalisant une procédure judiciaire sur un calendrier procédural. Et c'est pas une position, je dirais, digne d'un père de faire une intervention comme celle-ci. Donc, quand il y a des interventions comme celle-ci, il y a des questions qui peuvent paraître légitimes sur le fait de se dire comment une maman peut ne plus voir son enfant.
voilà, puisque moi j'ai pu le voir, hein, des écritures où comment une maman peut plus avoir son enfant, s'il a l'enfant, la justice elle lui donne raison, c'est qu'il a rien fait. Et son objectif était là. Et c'est là où je dirais que ce que j'attends moi de la justice, c'est que des choses comme ça les accepte pas, qu'elle n'accepte pas des positions ou des personnes qui ont une posture politique, parce que là c'est le cas. Il y a une séparation de pouvoir. Donc, au lieu de nous donner des leçons à nous les parents, nous les mamans, qui ne faisons que protéger nos enfants, et on est même dans l'obligation, parce que vous savez, le pire dans tout ça, c'est que si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, c'est que si je n'avais pas eu cette capacité de préserver, de protéger mon enfant, de demander la séparation, de mettre tout en place pour que il puisse avoir à la fois un suivi, à la fois une vie, je dirais, au mieux dans ce contexte, on m'aurait retiré mon enfant en me disant, vous êtes dans la capacité de le protéger. Parce que c'est des choses que les éducatrices ont osé discuter avec moi. J'ai une éducatrice qui m'a dit, il y a des mamans à qui les enfants ont été retirés et placés parce qu'elles n'ont pas déposé plainte, parce qu'elles n'ont pas protégé leur enfant. Et là, je posais la question, mais vous êtes en train de me dire les choses à moi, alors que j'ai fait l'inverse. Mais protéger son enfant et faire les actions, c'est pas nous qui condamnons. C'est ça, faut l'entendre. Je veux dire, il faut que les juges des enfants, il faut qu'elles s'arrêtent de se prendre à nous, parce que je vous dis, c'est d'une violence et elles sont à charge contre nous, là où en toute humilité, on devrait avoir des médailles. Je vais être claire. Oui. Parce que quand Thomas, donc j'ai dit que je l'appelais Thomas, quand le 31 mars, il y a quand même un réquisitoire qui tombe, que 5 jours après, la juge des enfants fait une première OPP où il est récupéré à l'école, mis chez son père, et que là, j'alerte en disant, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il n'y a pas de danger chez moi, qu'est-ce que vous faites? Une deuxième OPP, donc ça veut dire qu'en l'espace de 3 heures, il est avec son père, il se retrouve au foyer, il fait 8 mois au foyer. Pendant les 8 mois au foyer, je vois des violences, des marques de strangulation, l'œil au beurre noir. J'informe la juge des enfants, et quand je l'informe, au lieu de m'entendre et d'écouter, elle colle un administrateur ad hoc. Et dans chaque décision, c'est en fin de compte, c'est vraiment ce contexte où vous parlez, on vous punit. Vous parlez, on vous punit. Et là, il y a un problème. Je veux dire, c'est qu'on n'est même plus sur du droit, parce que quand on prend un dossier comme le mien, et des milliers de dossiers, et notre objectif, il est là, c'est ce qu'on est en train de faire avec le collectif, il n'y a rien en termes de droit. Et c'est ça qui est catastrophique. Hein. Par contre, la justice est en train de se tirer une balle dans le pied eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui est condamnée, ce n'est pas moi, c'est pas moi qui suis magistrate. Ça veut dire qu'en faisant ça, elle va à l'encontre d'une décision de son collègue. Et là, ça pose souci. Parce que ça veut dire qu'ils ne se respectent pas entre eux. Et là, c'est dramatique parce que les conséquences, elles sont dramatiques, que ce soit pour l'enfant ou que ce soit pour la maman. On ne peut pas nous dire que nos enfants puissent aller bien quand on n'a plus de rupture de contact et qu'il y a une rupture avec eux. Vous savez, quand vous parliez des expertises, ce qui pose aussi problème, c'est que déjà d'une, alors quand ils sont placés, il n'y a pas d'évaluation, c'est que lorsque des enfants ont vécu des violences, il y a un traumatisme. Lorsque des enfants sont placés, il y a un traumatisme. C'est pas pris en compte. Donc, ça veut dire que dans les expertises, quand ils envoient vers des experts qui n'ont pas cette notion, c'est la même chose pour les parents, hein, qui n'ont pas cette notion du trauma, eh bien là où ça pose problème, c'est que les symptômes du trauma sont transposés en personnalité. Et c'est pour ça que nous, on sensibilise sur la pathologisation et la psychiatrisation des parents, parce que l'expertise au niveau des enfants, on la demande, elle n'est pas faite. Voilà, les bilans ne sont pas faits. Mais par contre, on retrouve des dossiers où à chaque fois, la juge des enfants demande des expertises sur le parent qui n'a pas de contact avec son enfant. Alors déjà, ce qui est le problème, c'est qu'elle demande des expertises d'une qui ne sont pas motivées, de deux qui sont orientés, et auprès de parents qui sont en rupture d'enfants. Donc, on s'attend à quoi? Et vers des experts qui ne sont pas formés au trauma. Et puis, il y a une chose qui m'avait un petit peu interpellée, mais qui m'a été confirmée
par l'avocate lors de mon audience, qui est l'avocate de l'administrateur ad hoc, parce qu'à savoir que lorsqu'il y a un administrateur ad hoc, l'avocat ne représente pas l'enfant. Ça, la Cour d'appel m'a confirmé par un arrêt qu'elle représente l'administrateur ad hoc. C'est qu'à l'audience, oui, il est possible de demander un avocat pour l'enfant. Oui. Voilà. Et de plus, avec ce qui a été renforcé dernièrement, effectivement, il y a encore plus de possibilités. Parce que quand il y a un administrateur ad hoc, c'est que quand il y a un conflit ou que les parents ne sont pas en capacité. Oui, ils ne peuvent pas assurer la protection de leur enfant. Voilà. Or, c'est fait. En fin de compte, c'est plus fait. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est mon hypothèse, je l'analyse comme cela et j'ai les éléments pour pouvoir me permettre de dire ce que je dis. C'est quand la juge des enfants, quand elle l'a fait, c'est une façon de me neutraliser. En fin de compte, là où on devrait neutraliser le auteur des faits, là où on devrait neutraliser une personne qui est violente, je veux dire qu'elle soit déjà avec une condamnation, mais je veux bien qu'on l'applique, ce principe de présomption d'innocence, puisque c'est un droit fondamental. Mais il n'empêche que c'est un auteur de fait que vous neutralisez. Et on se retrouve dans des procédures où on cherche à neutraliser le parent protecteur. C'est exactement dans cette façon de faire. Et puis, parce que quand elle a mis un administrateur ad hoc, c'est qu'il faut savoir que quand il y a eu, quand mon fils a été pris en otage, parce que pour moi, quelque part, il est l'otage de cette situation. Voilà, on prend un enfant en otage d'une situation qui est quand même pas anodin, qui a un contexte judiciaire, qui a un contexte procédural. Et dans ce contexte procédural, il s'agit quand même d'un homme qui est politique. Et ça, c'est pas rien. Et ça, la justice devrait l'entendre. Pourquoi ? Puisque, et ça se démontre dans le dossier avec toutes les pièces qu'on a, et mon ex-mari me l'a dit, c'est qu'on a affaire à un personnage qui est prêt à tout. Il est prêt à tout pour réussir. Qui est prêt à tout pour réussir. Ah, d'accord. Ah oui, moi, il me l'avait dit. Je veux dire, comme beaucoup d'auteurs de violence, ça vous avez pu le voir dans votre carrière, on est menacés qu'ils nous feront enfermer. Voilà. Je veux dire, on a des menaces quand même qui sont qui posent souci, parce que du moment où la personne qui commet des actes comme ça n'est pas neutralisée, elle est en toute puissance. Et c'est l'inverse qui se passe. On va chercher à neutraliser le parent protecteur. Pourquoi ? Parce que le parent protecteur, au même titre que l'enfant qui est victime, il est révélateur. Il est révélateur de quoi ? Révélateur des dysfonctionnements et des défaillances. Et le système, il ne veut pas avoir ça. Il ne veut pas voir ça. Et le parent protecteur, enfin moi j'en ai connu plus d'une ou plus d'un, il est déterminé, il ne lâche pas, parce qu'évidemment, il veut protéger son enfant. Donc, il ne lâche pas. J'ai vu des mères, mais elles se sont endettées, mais plus que le prix d'une maison, pour continuer à payer des avocats, des expertises, des machins, des bidules. Je veux dire, elles ne le font pas pour le plaisir. Elles le font pour protéger leur enfant. Mais ça, c'est un signe comme quoi ce qu'elles dénoncent, en tout cas ce que disent les enfants, et elles les croient, et elles ont raison de les croire, un enfant ne ment pas, eh bien, on ne peut pas lâcher la parole de l'enfant. Donc, ces parents protecteurs, ils sont prêts à vendre leur baraque pour continuer à défendre leur enfant. Mais c'est merveilleux, et c'est la preuve irréfutable que ce qu'ils font est juste, c'est tout. Ils se font marcher dessus. Moi, je veux parler de voilà, quand je dis que c'est viscéral, en tant que maman, c'est viscéral, c'est d'autant plus viscéral du fait où on cherche à nous neutraliser et à faire en sorte qu'on arrête. Moi, on me l'a exprimé. Et bien sûr que j'étais, voilà, par des menaces, par des attitudes, on me l'a fait comprendre, et ne serait-ce que par les décisions de la juge des enfants, pour laquelle je demanderai une instruction. Je demanderai une instruction, puisque je ne peux pas déposer plainte. C'est pas que je ne peux pas déposer plainte contre la juge des enfants, c'est que, étant donné que chez nous en France, il y a la séparation des pouvoirs, un juge n'est pas responsable, alors que la responsabilité appelle à l'exigence. C'est pas le cas pour les magistrats. Donc, comme c'est pas le cas, automatiquement, quand on dépose plainte, on peut déposer plainte contre l'État pour carence. Mais voilà, on sait pertinemment où ça tombe. C'est des choses d'ailleurs qu'on demande, c'est des choses qu'on porte. On veut que l'État puisse étudier cette possibilité de pouvoir inclure, puisque un juge qui n'est pas responsable ne peut pas être sanctionné.
Puisqu'aujourd'hui, les sanctions, ce sont ce qu'on appelle le Conseil supérieur de magistrature. Le Conseil supérieur de magistrature, en fin de compte, il donne une promotion. Hein. Voilà, on l'a vu avec le juge de Dijon qui exploitait sa fille sur les réseaux sociaux. C'est une promotion qu'on va lui donner. Le juge Vu, et là, je peux dire des noms parce que pour le coup, ça a été public à Papeete. Il y a un juge d'instruction en Papeete qui a été sanctionné par le Conseil supérieur de magistrature parce qu'à Papeete, les sanctions sont rendues publiques. Ce juge a été envoyé sur Lyon. Donc aujourd'hui, il est juge aux affaires familiales sur Lyon. Il prend des décisions aussi délétères que celles qu'il prenait au préalable pour lesquelles il a été sanctionné. Donc c'est un juge qui est actuellement juge aux affaires familiales et qui procède à des gardes auprès de parents condamnés, auprès de parents qui sont auteurs de violences. Donc là, et c'est là où on a, quand on parle de systémique, c'est qu'en fin de compte, si le problème, vous ne le réglez pas, mais que vous le déplacez, c'est comme un virus. Quand vous le déplacez, il se propage. Et c'est ce qui va faire que, automatiquement, le fait de déplacer un problème, bah, vous le propagez. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on retrouve sur les mesures des enfants, parce que au lieu de neutraliser la personne qui commet des actes, on cherche à neutraliser le parent. Et moi, c'est dans ce biais qu'elle a collé un administrateur ad hoc. Or, à l'audience du 13 avril, après le placement de Thomas, j'ai contacté une avocate pour qu'elle puisse le représenter. L'avocate contacte la juridiction pour se constituer. On lui passe la juge des enfants. J'ai jamais vu ça, hein, le juge des enfants qui prend les avocats au téléphone. Hein. Elle lui fait savoir qu'elle ne peut pas sans l'accord des deux parents. Donc déjà là, ça pose souci parce qu'avoir l'accord des deux parents, or, le père est remis en cause, plus que remis en cause puisqu'il est en récidive de violence. Donc, ce que je fais, c'est que l'avocate me dit, écoutez, je veux bien y aller, mais la juge va mettre dehors. Donc, je passe par le bâtonnier. Et là, je demande. Oui, c'est au bâtonnier. C'est au bâtonnier de désigner. C'est ce que j'ai fait. Je passe par le bâtonnier, je demande qu'un avocat soit commis d'office, ce qui a été fait. Donc, nous avions l'information, nous avons reçu la convocation d'une audience du 13 avril à 14h. J'arrive en audience donc, au tribunal de Bourg-en-Bresse à peu près à 13h30, 35. L'avocate est présente. Donc, elle se fait agresser par le père où il lui dit « moi, je ne vous ai pas donné mon accord ». Et là, elle lui dit « je n'ai pas besoin de votre accord ». Elle lui dit « mais de toute façon, je ne peux rien faire puisque l'audience a été anticipée ». Donc, ça veut dire que la juge des enfants a anticipé l'audience ce matin pour pas qu'il soit avec son avocat. Donc, je veux bien quand on dit faut croire les enfants, on les écoute, les droits de l'enfant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas l'enfant qu'on protège. C'est l'institution en elle-même. Et l'institution en elle-même qu'on protège, c'est parce qu'elle a des défaillances. Parce que quand on voit dans des dossiers où on va nous traiter, on va nous traiter d'instables, on va nous traiter comment dire, de défaillants ou des choses comme ça. En fin de compte, on va nous traiter, on fait effet miroir parce qu'on nous traite exactement de la position dans laquelle se retrouve la juridiction parce qu'elle est en difficulté. C'est un problème systémique. Nous avons une structure, je dirais, institutionnelle et judiciaire qui est fragilisée. On le voit à tout point de vue, hein, que ce soit dans la police, que ce soit… Tout le monde vit des violences aujourd'hui. Et les violences institutionnelles augmentent considérablement. Elles sont générées par le judiciaire. Qui lui-même est une institution qui manque d'effectifs, hein, on le sait, hein, chez les magistrats, les greffiers, la PJJ, enfin, tout est exsangue. Hein. Il n'y a pas assez de professionnels face à l'ampleur du travail. On parlait tout à l'heure des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychologues formés, où il y a une carence folle, chez les magistrats aussi. Dans les services, on va dire, de droit de la famille, hein, que ce soit en police ou en gendarmerie, il y a aussi un manque d'effectifs. Voilà, alors on nous dit on va assurer la sécurité, mais on ne met pas les moyens pour assurer la sécurité. Et tous les beaux discours politiques sont là juste pour nous enfumer. On va la dire comme ça. Alors, Morgane, ça fait 1 heure que nous discutons. Je crois qu'on a fait le tour
le Je voulais tour de juste ce que réagir par rapport à ce oui, ben vous là, parce que allez-y. c'est vraiment, c'est des sujets qui sont d'autant plus importants parce qu'effectivement, il y a des choses à revoir sur le fonctionnement. En termes de budget, on peut l'observer. Il ne s'agit pas réellement de budget ou comment dire, de manque de compétences ou de manque d'effectifs. Ça, on peut le voir dans certaines situations. Parce que effectivement, les tribunaux ont beaucoup de dossiers, les juges des enfants ont beaucoup de dossiers, les juges des enfants peuvent faire des burn-out. Voilà, je veux dire, il reste humain. Mais vous avez beaucoup de dossiers qui n'ont rien à faire là-bas. Et là, la problématique, c'est que ça fait plusieurs mois que nous demandons qu'il y ait des enquêtes. Nous demandons qu'il y ait des commissions indépendantes, notamment sur la protection de l'enfant. Quand vous voyez qu'il y a un budget de 12 milliards, que 80% de ce budget est orienté placement, moins 10% sur l'accompagnement, ça pose problème. Et il y a un conflit structurel parce que les mêmes intervenants qui font les interventions préoccupantes, et de plus en plus de parents nous alertent qu'après l'évaluation de l'information préoccupante, l'éducatrice va proposer donc qu'il y ait une mesure. Si le parent refuse, ben on lui dit ça va aller chez la juge des enfants. Donc on en arrive à menacer les gens. Donc là où ça pose un problème, c'est que limite on en arrive sur de la prestation de service. Et qui dit de la prestation de service, voilà, c'est péjoratif, mais c'est une réalité parce que on est dans un conflit structurel, ça ne peut que faire augmenter. Et cette augmentation, eh bien, pour pouvoir justement réajuster, il faut qu'on puisse avoir des chiffres. Aujourd'hui, on n'a aucun indicateur. Aucun conseil départemental, alors que c'est une obligation, aucun conseil départemental n'a fourni le nombre d'enfants placés, les prétextes, les motifs, l'âge, depuis quand. Parce que c'est inadmissible. Mais clairement, moi, s'il y a quelque chose qui me fend le cœur, il y a ma situation de mon petit cœur, mais il y a les situations de tous les autres enfants. Quoi que l'enfant puisse vivre, quelle que soit la situation parentale et les cas où les deux parents sont violents, c'est pas la majorité des cas, mais bien sûr que ça arrive, aucun enfant ne mérite d'être pris dans ces conditions. Quand on voit l'augmentation de violence dans les foyers, quand on voit comment les enfants sont traités, c'est inadmissible, inadmissible. Et moi, de ce que j'ai pu vivre, c'est que, et voilà, de ce qu'on nous fait traverser, c'est que tout est fait pour qu'on lâche. Mais c'est pire. Vous ne pouvez pas prendre mon enfant en otage et me demander de lâcher. Ce n'est pas possible. Et le fait d'agir comme ça, en fin de compte, on nous retient nos peurs. Là, on veut nous faire peur. Et ben, ça fait effet inverse parce que tout naturellement, c'est viscéral et que c'est notre base humaine et que non, que ce soit moi ou d'autres, on ne lâchera pas. C'est pas possible. Merci beaucoup, Morgane. C'est une belle, pas conclusion, parce que malheureusement, le livre n'est pas fini, pas fermé. Mais voilà, une belle destination. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Exactement. Les parents protecteurs, ne lâchez pas. Restez dignes et restez auprès de vos enfants. Protégez-les au mieux. Faites tout ce qu'il faut pour. Eh bien, voilà, fameux droit de réponse. On a été un peu plus large, mais je crois que c'était indispensable. Et puis, le contexte actuel s'y prête bien. Donc, je ne remets pas le lien, mais j'invite vraiment les personnes qui nous suivent, si elles sont intéressées par le sujet, d'aller consulter donc, les vidéos sur la chaîne de l'Assemblée nationale. Il y a bien sûr beaucoup d'autres thèmes qui sont intéressants, mais actuellement, on est vraiment sur le traitement judiciaire d'inceste. Et à travers l'inceste, on peut vraiment le projeter sur les violences, quelles qu'elles soient, sur les enfants. Les parents protecteurs sont toujours traités de la même façon. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme on le dit, pas assez souvent sur Police pour la vérité, mais mettez un pouce, encouragez-nous. Allez voir nos autres vidéos. Et puis, bien évidemment, je vais dire à BFM TV Lyon et à monsieur Vincent D, je ne me rappelle plus son prénom, que s'il veut un droit de réponse, nous le recevrons sur Police pour la vérité, il n'y a pas de problème. Voilà, mais voilà, il faudra vraiment jouer carte sur table.
Voilà, merci beaucoup Morgane. Merci Cathy. J'espère que la décision du PROC sera une décision cohérente, vraiment. Et surtout, j'espère que vous pourrez voir très prochainement votre petit là. Parce que, voilà, je ne vais pas y revenir dessus, mais c'est quelque chose c'est impensable de priver un parent protecteur de son enfant. Il y a d'autres procédures là. Il y a d'autres procédures qui sont en cours. Donc voilà, pour faire évoluer les choses. Et effectivement, on n'est pas rentré dans l'état des prétextes qui n'ont aucun sens parce que ce n'est pas du juridique. Donc, moi, j'ai une posture où je n'ai pas à me justifier. C'est pas moi. Voilà, je n'ai pas à me justifier. Il y a des éléments. Il faut surtout pas qu'on s'écarte parce qu'on est dans des dossiers où on a tendance à nous emmener ailleurs. Non. Il faut vraiment qu'on soit sur du factuel, du juridique et. Il faut s'accrocher. Voilà. Et puis, évidemment, le studio de Police pour la Vérité vous est ouvert si vous aviez besoin dans les mois à venir de faire à nouveau une prise de parole. Merci beaucoup, Morgane. Merci. À très bientôt. À très Au revoir bientôt. à tout le monde. À bientôt à tous. Au revoir, merci.